De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Ramata Maïga Koulibaly, président du collectif des Maliens de France pour la paix, et de nos éditorialistes Malik Acher et Jean-François Kandji-Kombe. Tout de suite, le dossier du jour. La société civile malienne est de plus en plus sollicitée dans la résolution des conflits sociopolitiques que traverse le pays. Désormais, elle est mieux organisée. Depuis la signature de l'accord de paix d'Alger, elle est d'ailleurs pleinement impliquée dans la mise en œuvre des engagements. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Au Mali, de toutes les crises qu'a connues le pays, celle de 2012 fut celle qui l'a fortement ébranlé. D'une crise sécuritaire qui débute le 17 janvier 2012, s'ajoute une crise institutionnelle occasionnant du coup la partition du pays, qui verra son septentrion occupé, et ce jusqu'en janvier 2013, suite à l'intervention salvatrice de l'ancienne puissance coloniale, la France. Toutes les couches de la société furent durement touchées par la crise, au nombre desquelles la société civile. De l'indépendance à la résistance du 22 et 26 mars 1991, en passant par les 23 années de pouvoir militaire du général Moussa Traoré, la société civile a toujours su fédérer ses forces. Cependant, face à cette crise, la société civile peine à trancher entre revendications des groupes armés et de défense des droits des citoyens sans armes. Quel rôle peut jouer une société civile face à une crise armée? Comment peut-elle s'unir pour concilier les frères ennemis? La société civile malienne est l'objet de convoitises et de chantage de la part du politique et des groupes armés, chacun voulant l'avoir sous sa coupe. Entre querelles intestines et dissensions, elle ne cesse de grossir par le nombre d'organisations fêtières qui la regroupent. Aujourd'hui encore, elle recherche toujours l'unité. Au Mali, nul n'ignore le rôle joué par la société civile dans l'avènement et l'ancrage de la démocratie. À toutes les étapes importantes de l'évolution de la nation, elle a joué sa partition, généralement une contribution décisive en vue de préserver l'essentiel, c'est-à-dire l'unité et la cohésion, démontrant à chaque fois que, plus qu'une république, le Mali est avant tout une nation. Les organisations de la société civile ont pour mission la défense des intérêts des citoyens et servent de lien entre les gouvernants et les gouvernés. Cependant, la société civile n'est pas toujours vue du bon œil par les gouvernants. C'est pourquoi elle suscite des convoitises, semant la division en ce sens. Aujourd'hui, la société civile malienne se caractérise d'abord par une société civile alimentaire accrochée au chevet du pouvoir qui bénéficie de toutes les largesses possibles pour mener les actions qu'il souhaite mener, qui pour la plupart du temps sont des actions de propagande. Et de l'autre côté, une société civile consciente des enjeux aujourd'hui que le Mali est en train de traverser, mais qui n'a pas l'accompagnement nécessaire en termes de formation, en termes d'outils, mais aussi en termes d'accompagnement financier pour mener les actions pour sortir le Mali de notre crise. En vue de fédérer leurs actions et parler d'une seule voix, le Conseil national de la société civile voit le jour en 2003. Outre les organisations syndicales, le Conseil comprend les organisations féminines, confessionnelles, humanitaires et des droits de l'homme. Aussi, sur les questions politiques, cette fêtière des organisations de la société civile donne de la voix. À titre d'exemple, elle a condamné le coup d'État du général Amadou Aya Sanogo et également à l'observation des élections présidentielles de juillet 2013 et les législatives de décembre 2013. Le Conseil national de la société civile a pour objectif de travailler à faire participer les organisations de la société civile dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques économiques du pays. Elle a aussi pour objectif de chercher à renforcer les capacités et les compétences des organisations membres pour vraiment leur faciliter leur travail de tous les jours. Elle doit également apporter son avis sur tous les aspects de la vie publique, tels que, comme vous le savez, les coups d'État que nous avons vécus, les élections. Au Mali, la société civile, outre son rôle de veille, veut aussi être un acteur de développement. Et pour une bonne éducation de ses membres, elle a opté pour le partage d'expériences. Aussi, des initiatives allant dans le sens de la mutualisation des forces voient le jour. Djoko Nimaya, une organisation de la société civile, entendait comportement et humanisme, expérimente une autre façon de la société civile. On dit en Bamanan que si tu veux que je t'aide à prendre ton lion, il faut que la tête du lion se trouve avec toi. Donc on ne se substitue pas à vous, mais on vient augmenter votre capacité de combat pour que la justice soit faite.
Et là, en ce moment, nous faisons des lettres d'interpellation à travers la Coordination nationale de veille stratégique citoyenne, qui est notre balai citoyen à la Malienne avec l'organisation et méthode. Nous partons voir les ministres concernés ou les autres partis concernés afin qu'on puisse trouver une solution, parce que la route du tribunal n'est pas souvent la bonne route. Le tissu social fragilisant oblige aujourd'hui la société civile à donner l'exemple d'unité que recherche le Mali. C'est pourquoi elle multiplie les forats et ateliers en vue de non seulement renforcer ses capacités, mais aussi de proposer des solutions pour une sortie de crise. Même si la société civile était là, il n'y avait pas les moyens de vulgarisation de ce que cette société civile apprend. Et aujourd'hui, c'est une force nationale, une force unitaire, une force fédérée que la société civile veut avoir du niveau de la base au niveau centralisé, pour que vraiment leur voix, leur apport puisse vraiment compter. La société civile malienne connaît une effervescence de grande ampleur depuis l'avènement des libertés publiques qui ont fait suite aux événements du 26 mars 1991. Depuis cette date, elle a toujours été présente tant sur les questions politiques que sociales. Aujourd'hui, elle est à la croisée des chemins. Pour certains observateurs, le Mali a besoin d'une société soucieuse des droits humains, mais surtout d'une catégorie de population victime de la crise qu'a connue le pays depuis janvier 2012. Et pour cela, elle se doit d'accompagner le processus de paix qui préconise la réconciliation nationale. Madame Koulibaly, quel est selon vous aujourd'hui le rôle de la société civile malienne? Comment se positionne-t-elle? Merci Fanny de m'avoir invité et puis me permettre de parler de la société civile. La société civile au jour d'aujourd'hui, comme le dit le reportage, est convoitée par l'État, convoitée par les partis politiques. Et pendant ce temps, elle n'a pas les billes. Elle n'a pas les billes, c'est-à-dire que la situation même n'est pas expliquée. Parce que la société civile ne s'arrête pas qu'à Bamako. La société civile, c'est les autres villes du Mali, c'est les villages, c'est les contrées. Tout ça, c'est la société civile. Si on prend que le cas de Bamako ou qu'on prend les grandes villes, qui on peut dire qu'il est société civile ou pas société civile? C'est des vases communicants. Entre les partis, la société civile, on se pose la question qui est société civile, qui ne l'a pas. Cependant, la société civile essaye de s'organiser tant bien que mal, parce qu'avec le clientélisme que je viens de décrire, elle a du mal à trouver son chemin. Si on regarde plus que les accords, normalement, devait d'abord, avant que ce ne soit signé, la société civile devait être concertée pour savoir quelle est la société qu'on leur propose. Parce que là, si on regarde les accords, c'est vraiment un changement de société qu'on est en train de nous mettre sur la table. Le Mali est dans une mutation, fédéralisme, autonomisme, je ne sais pas, mais la société civile n'est pas réellement informée pour qu'elle puisse réellement jouer son rôle. Cependant, elle fait ce qu'elle peut, parce qu'au moment de la crise, c'est la société civile qui a été là. Si on prend le cas de Gao, Tombouctou, c'est la société civile qui a brandi, qui a battu les pavés, les jeunes qui sont remontés au rempart pour pouvoir défendre le Mali uni, indivisible. Et donc la société civile est toujours là. Ceci étant, comme dit le reportage, il y a une partie qui a pris conscience et qui est en train de s'organiser. Par exemple, nous avons une organisation Ras-le-Bol dans laquelle se trouvent à peu près 300 associations qui s'organisent pour pouvoir dire il y a un problème au Mali, il faut qu'on s'assoie, on existe, il faut qu'on nous demande, il faut que qu'on nous sensibilise, qu'on sensibilise la population et qu'on implique la population. Quand vous parlez des difficultés de la société civile malienne, est-ce que vous voulez dire par là que le pouvoir ne vous laisse pas la place qu'il faut pour agir? Le pouvoir ne laisse pas la place dans la mesure où, pour moi, en tout cas, la société civile n'est pas complètement impliquée, parce que tout ce qui se passe, si la société civile était impliquée, tous ces attentats auraient été en tout cas en partie déjoués. Comment dans une ville comme Gao, un véhicule peut rentrer avec bourré d'explosifs et aller tuer, alors qu'il y a toute la population civile qui est là, qui pouvait les voir. Donc la société civile n'étant pas tellement impliquée ou dupée, l'accord par exemple n'a pas été correctement expliqué à la société civile. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. En plus, une partie qui court derrière la vie, parce que la vie,
au Mali aujourd'hui est très difficile, très cher. Coupure d'électricité, cherté de la vie, la corruption, l'injustice, tout ça, ça fait que cette population civile qui court après son quotidien ne peut pas non plus dire qu'il y a un rôle que nous devons jouer. Ce qui fait ce partage-là entre ceux qui sont bien informés, bien avisés, qui luttent tant bien que mal avec les bâtons dans les roues, et ceux qui ne sont pas du tout informés, qui courent derrière leur vie quotidienne. Alors, on va rester sur la place de la société civile malienne. Malik, est-ce que ça changerait la donne, qu'il y ait une plus grande implication, comme en parle Mme Koulibaly, dans justement, par exemple, la mise en œuvre de l'accord d'Alger? Oui, effectivement. Moi, je suis d'accord sur ce que vient de dire notre invité par rapport à justement ce manque de consultation envers la société civile. Mais en même temps, il y avait une urgence. C'était la stabilisation du Mali. Mais je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'on aurait pu davantage impliquer la société civile. Mais c'est difficile aussi. La situation est très compliquée. Vous avez une société civile qui est diverse, qui est dynamique, mais il faut canaliser tout ça. Toutes les idées de cette société civile. Il y a, vous savez, des associations par milliers au Mali, des associations de femmes, de jeunes, de travailleurs, qui sont très, très, très dynamiques et qui apportent une véritable plus-value au débat démocratique au Mali. Je ne le dénigre pas du tout. Mais je pense qu'il faut canaliser tout ça. Et le dernier forum est une bonne initiative à mon sens, parce qu'il y a eu cette volonté de rassembler un peu et de faire justement, de ramener un peu toutes ces idées qui provenaient de la société civile pour les exposer au gouvernement et aux politiques maliens. Donc il y a ce processus-là, et moi je suis très heureux d'avoir vu l'avènement de ce forum le 13 et le 14 mai au Mali. Maintenant, c'est un processus qui est long, mais il y a eu des propositions qui ont été concrètes lors de ce forum, et je pense qu'il faut les retenir, comme la nomination par exemple d'un expert indépendant pour voir si l'accord répond aux attentes de la société civile. C'est une des propositions et je la trouve très, très adéquate. Par exemple, pourquoi pas nominer un médiateur, un expert indépendant qui représente toute cette partie de la société civile pour suivre cet accord et s'il est juste pour la société malienne, mais c'est très compliqué. C'est des synergies qui sont très difficiles à mettre en route en même temps. Mais je pense que la société civile est tellement forte au Mali qu'on ne peut pas faire sans elle de toute façon. Parce que dès lors qu'il y aura, s'il y a une prise de décision politique qui mécontente la majeure partie de la population, elle ne sera pas viable sur le long terme. Donc effectivement, maintenant, il faut réfléchir aux mécanismes. Mais je pense que on ne peut pas trouver des solutions du jour au lendemain comme ça. C'est très difficile, d'où ces nécessités de réunions. Je ne dis pas qu'il faut faire des réunions par centaines pour arriver à des idées qui ne vont pas forcément aboutir, mais je pense que c'est un processus qui met du temps. C'est ça le problème. Jean-François, que peut apporter la société civile malienne dans la reconstruction actuelle du pays, et notamment dans la situation au nord du pays? À mon avis, elle peut tout apporter, pourvu qu'on s'entende sur ce que nous entendons par société civile. La société civile, c'est vous, c'est moi. Si nous étions tous maliens ici, nous serions une partie de cette société. Voilà, nous le sommes un peu ce soir avec notre malienne de cœur et d'esprit. Et puis, nous le sommes tous un peu. Les citoyens sont la société civile, et à partir du moment où des citoyens se réunissent dans un but qui est un but non lucratif, évidemment pas pour monter une société, mais lorsque ce but-là touche à la démocratie ou à la cohésion sociale, c'est la société civile. Et donc, du coup, pour répondre à votre question, je pense que la société civile est absolument nécessaire dans l'ensemble de ces processus. Et le reportage était très intéressant de ce point de vue, et j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt notre invité, notamment sur l'accord d'Alger, puisque vous parlez de l'accord d'Alger. Sans doute qu'il y avait une nécessité à négocier l'accord d'Alger immédiatement. C'est possible. Moi, personnellement, je crois plutôt que nous sommes prisonniers de modes de réflexion mentaux en Afrique qui font que dès lors que quelqu'un a pris des armes, nous allons l'inviter autour de la table à égalité avec le gouvernement pour discuter qu'est-ce que vous voulez, etc. Et le drame, c'est bien que précisément cela occupe tout l'espace et évacue la société civile. Et d'où le fait que s'il y avait eu un peu de temps d'explication, de retour vers la société civile pour voir quels étaient les vœux des uns et des autres et réussir à le contrebalancer, ça aurait pu être intéressant. Je le dis en pensant que vraiment, à partir de ce reportage-là, nous avons quelque chose à penser en Afrique, justement pour la prise en compte de ce que les citoyens veulent
de leur société, de leurs institutions, même de façon dynamique. D'autres pays y ont réussi avant nous. Le pays dans lequel nous sommes a inventé les comités économiques, la Commission économique et sociale ou les comités économiques et sociaux comme institutions constitutionnelles qui représentent les forces vives de la nation. Pourquoi ne serions-nous pas capables de créer des institutions de ce type-là, ce qui permet en même temps à la société civile d'être dans l'espace politique, mais d'être dans l'espace politique comme société civile, non pas d'avoir la tentation, pour pouvoir y arriver un peu, de glisser vers un parti politique, de glisser vers un groupe armé, etc. Et donc, s'agissant de l'accord d'Alger, j'en aurais terminé, je pense que j'ai un peu... s'agissant de l'accord d'Alger, de sa mise en œuvre, je crois qu'il y a des mécanismes qui ont été prévus dans l'accord lui-même. Cet accord n'est pas, de mon point de vue, supérieur à la constitution malienne, et il n'interdit pas de pouvoir, aujourd'hui encore, imaginer un mode de participation de la société civile, et notamment de la société civile du Nord, parce qu'il n'y a qu'une partie de cette société-là, celle qui a pris les armes, qui a eu droit au chapitre, et tous les sédentaires n'ont pas eu droit au chapitre. Donc il serait peut-être bon d'imaginer ça, et ce n'est pas interdit par l'accord d'Alger, et ce serait parfaitement conforme à la loi fondamentale malienne. Je pense que c'est souhaitable. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début de cette émission. Les consultations ont débuté en Côte d'Ivoire sur le projet de nouvelle constitution. Le comité d'experts en charge du texte vient d'en dévoiler les principes généraux. Le projet pourrait être soumis au Parlement dès le mois de juillet, avant un référendum populaire à la rentrée prochaine. Et au Malawi, les attaques contre les albinos sont en hausse. Le mois d'avril 2016 a été le plus violent. Les associations de défense des droits de l'homme tirent la sonnette d'alarme. Elles estiment que les albinos ne sont pas assez protégés par les autorités. Nous allons marquer une nouvelle pause d'un instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom.